tous, bonjour donc 54 participants actuellement connectés. Alors, je suis Pascal Toggen-Burgard, j'ai l'honneur d'animer ce matin notre première masterclass FFIE sur la silver economy. C'est un sujet qui nous passionne, pour lequel les intégrateurs électriciens que je représente souhaitent se positionner, apporter services et solutions pour le mieux vieillir à domicile. D'abord, je vais présenter, je souhaite faire un tour de table et puis présenter les différents intervenants qui vont succéder. Donc, d'abord, peut-être en présentiel, puisque c'est une mixité une réunion mixte en fait, présentielle et distancielle. Donc, pour Ignace, Anne-Sophie, tu peux peut-être voilà, te présenter d'abord. Ouais. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie Péry-Saint-Faber, je suis la déléguée générale d'Ignes et je représente les industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment. Très bien, merci. Et le micro fonctionne très bien. Manon, si je peux vous appeler par votre prénom, ce sera peut-être plus simple que de vous dire Madame Muret. Non, je sais pas, on a peut-être l'habitude de vous appeler Manon. Je vous laisse Bonjour, la parole. Bonjour. ravie d'être là. Bonjour à tous. Donc Manon Hiré, moi je suis directrice du lancement de MaPrimeAdapt au sein de la DHUP, donc qui est la direction du ministère du Logement qui pilote cette subvention. Merci. Et Bastien? Bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc Bastien Zemb, je suis alors dirigeant et cofondateur de la société Bellavie et du coup je suis également président de la commission AMO au niveau de l'AFPAP et donc effectivement je représente aujourd'hui les assisteurs à maîtrise d'ouvrage dans la globalité. Voilà. Merci Bastien. Le principe de la masterclass, c'est bon, tout le monde va s'exprimer. La parole à la salle et aux questions et à l'ensemble des participants, c'est donc à travers le chat Teams et des quelques questions à la fin, donc à l'oral si vous le souhaitez. Donc il n'y a pas de problème et donc on va laisser filer la réunion naturellement avec donc chaque intervenant donc, qui vient de se présenter. Et Philippe, j'ai oublié, mais tu vas faire partie des derniers intervenants si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Philippe Riffaut, délégué général de la FFIE, donc la Fédération française des intégrateurs électriciens, qui compte un peu plus de 8000 adhérents sur tout le territoire et qui est présidé donc par Pascal, à qui je rends la parole. Ouais, merci Philippe. Donc, je suis depuis un an et demi maintenant président de la FFIE. Alors, pour rappeler rapidement ce qu'est la FFIE, donc c'est un syndicat professionnel qui rassemble environ 8500 intégrateurs électriciens. Enfin, intégrateurs, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est ce qu'on appelait installateur électricien. Pourquoi intégrateur? Parce que au-delà de l'installation, en fait, aujourd'hui, on est amené à concevoir, à imaginer le monde électrique de demain et auprès de nos clients d'apporter un réel service, en fait, global de conception et de réalisation et de maintenance et de service, en fait, autour de l'électricité. Donc, on est dans un écosystème évidemment lié fortement à l'ensemble des fabricants, comme Ignace et Anne-Sophie peuvent représenter le monde des fabricants dans l'habitat résidentiel principalement. Et pourquoi aujourd'hui on a organisé avec Carole Falguière le masterclass? Parce que depuis 2 ans, avec France Silver Eco, qui est très proche de nous, puisque ce sont nos locataires du 2e étage. Donc, on s'est positionné en fait sur une offre de service et une montée en compétences de nos intégrateurs autour de la silver economy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord
des réponses techniques, puisque, comme vous le savez, en fait, un intégrateur électricien est une entreprise qui possède d'abord un bagage technique et qui va faire réaliser des installations électriques d'une manière générale, mais pour la Silver Eco, des produits et des services adaptés qui vont lui permettre, en fait, enfin, qui va permettre au demandeur et à son client, en fait, de pouvoir, pour l'habitat individuel, se maintenir à domicile plus longtemps. Et c'est d'abord, c'est bien corrélé avec le sondage IFOP que vous voyez s'afficher. Les personnes, en fait, les seniors souhaitent rester à leur domicile, c'est naturel, le plus longtemps possible. Et l'intégrateur doit concourir par la mise en place de systèmes de sécurité, d'assistance, de domotique, et de maintenir et d'assurer finalement une veille donc électronique et une assistance en fait par des produits adaptés en fait qui vont lui permettre d'apporter sécurité et confort au domicile. Bon, c'est pas simplement notre rayon d'action n'est pas forcément n'est pas que l'habitat individuel, mais évidemment se porte aussi sur l'habitat collectif qui évidemment rassemble d'abord les résidences senior service et les EHPAD, et on a des produits également adaptés pour ce type d'habitat. Aujourd'hui, on est plus focalisé sur le maintien à domicile. Évidemment, l'intégration, enfin le rôle de l'intégrateur électricien et sa qualité, en fait, ses qualités finalement d'être très proche du senior, parce que généralement, vous prenez sur 8500 intégrateurs, il y a des intégrateurs très proches du domicile des seniors, et donc ça lui permet évidemment d'apporter un service de proximité, et ce qui est attendu à travers le questionnaire IFOP en fait que vous avez pu parcourir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait en réponse à ce enfin, c'est pas un nouveau marché, puisque la population a donc évidemment un taux d'espérance de vie de plus en plus important, et ce qui est plutôt bien. On a beaucoup de centenaires et évidemment l'intérêt, c'est de pouvoir maintenir à domicile l'ensemble de cette population sans engorger évidemment les lits des EHPAD ou des hôpitaux. Et donc qu'est-ce que l'intégrateur va apporter? D'abord, sur l'aspect sécurité, des systèmes qui vont permettre de détecter les chutes, d'assurer la sécurité de la personne à son domicile par évidemment des systèmes d'alarme adaptés qui vont permettre de prévenir soit la famille, soit des télésurveilleurs, éventuellement la vidéosurveillance qui permet de lever le doute et d'avoir un lien direct audio et vidéo avec le senior à son domicile. Voilà, tout ça porté évidemment par un ensemble de produits dont Anne-Sophie va nous parler tout à l'heure. Mais ce que nous, on cherche, c'est véritablement d'apporter une réponse adaptée à chaque situation, évidemment en coordination avec les AMO, que Bastien représente, et de pouvoir établir un diagnostic avec l'AMO. Enfin, en tout cas, pour nous, ce qui nous concerne, c'est de bien expliquer aux AMO, enfin, expliquer notre métier aux AMO et les différents produits qu'on peut apporter. C'est vrai qu'on pense toujours dans l'adaptation du logement, en premier lieu à la douche qui remplace la baignoire, mais où le monde personne, donc les escaliers tout seul, nous on apporte finalement une réponse plus communicante et sécurisante qui mérite finalement, enfin pour nous, on a pensé que notre action devait évidemment passer par de la communication auprès de l'ensemble des AMO,
Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va continuer à faire dans le futur pour que on comprenne bien ce que nous, on peut apporter en fait aux seniors. Voilà, donc je vous ai parlé de la sécurité. Évidemment, il y a la partie confort qui est importante. D'abord, ce qui touche les seniors, mais pas que, c'est la gestion énergétique. C'est de pouvoir en même temps faire un diagnostic électrique et thermique de la maison rapide et de proposer éventuellement des solutions de pilotage énergétique pour diminuer le coût énergétique en fait du logement, qui est bien souvent peut être comporter des vétustés électriques et évidemment des adaptations pas forcément très coûteuses, par exemple par l'intermédiaire d'un thermostat connecté qui permet évidemment de mieux piloter les zones de vie et évidemment ne pas chauffer les pièces qui n'ont pas l'utilité de l'être. Dans le confort, évidemment, il y a la domotique, il y a le pilotage des appareils, de l'éclairage qui peut se faire donc sur des séquences automatisées ou des séquences réalisées à distance par les familles, voilà, pour vérifier que tout est bien coupé, par exemple, ce sont des cas d'usage assez fréquents. Les chemins lumineux, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi important. Évidemment, l'accidentologie des personnes âgées à leur domicile, c'est d'abord les chutes. Et donc, on a aussi voilà, une palette de produits qui permet de faire de l'allumage du chemin lumineux en fait la nuit pour éviter les chutes et éviter que la personne se retrouve en dehors de son lit pendant plusieurs heures. Donc c'est aussi un élément fort en fait de notre de l'ensemble des prestations qu'on peut apporter. Globalement, après la domotique dans le logement, donc c'est le pilotage des volets, l'aide à la communication avec la famille. Aujourd'hui, il y a un besoin très fort en fait des seniors à partir de 60 ans et dont je fais partie, de rester communicant le plus longtemps possible avec des smartphones, avec des tablettes, avec de l'internet à domicile. Et donc, notre rôle d'intégrateur, c'est aussi d'apporter des réponses adaptées, de communication assez facilitée, assez simple, automatique, sécurisée, en fait, aux seniors. Voilà, donc, pour résumer, voilà ce que nous, on a fait aujourd'hui. C'est d'abord, on a réalisé 2 guides avec Ignes, donc, que vous pouvez trouver sur notre site internet. Le dernier guide, c'est un guide plutôt pratique avec l'ensemble des solutions que l'intégrateur va proposer, des solutions de diagnostic simplifiées pour que l'intégrateur, en fait, qu'on apporte une réponse juste et adaptée en fait à chaque besoin, parce que chaque personne est différente. Le besoin est différent à chaque fois, et Bastien ne dirait pas le contraire. Et donc, techniquement, on essaie de clarifier un petit peu avec ce guide qu'on a réalisé avec Ignes, en fait, l'ensemble de la palette des solutions en fait qu'on apporte et qui répondent aux nouvelles exigences de l'habitat des seniors. Voilà, donc je vais laisser la parole à Anne-Sophie, peut-être, qui représente les fabricants. Anne-Sophie, si tu veux relayer et continuer un petit peu la présentation. Et je répondrai aux questions si vous en avez en fin de réunion. Merci beaucoup Pascal. Donc effectivement, je vais poursuivre en fait cette présentation des solutions finalement disponibles dans le cadre de la Silver Eco. Alors avec, on va dire que la communication, c'est la répétition des messages. Donc je vais vous redire, c'est toujours les mêmes solutions que celles qu'a présentées Pascal, normal, on fait partie de la même filière, mais je vais essayer de vous les présenter sous un autre angle, pour compléter, j'ai envie de dire, votre wording pour mieux les vendre et mieux les présenter et mieux les prescrire
aujourd'hui dans ce sujet de l'adaptation des logements. Un petit mot juste pour rappeler qui est Ignes. Alors, je ne sais pas qui fait dérouler les slides, c'est moi. Hop, voilà, juste un petit mot juste pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, qui est Ignes? Ignes, c'est donc une alliance des industriels, comme je vous l'ai dit, autour de 5 grands métiers. Le métier d'infrastructure électrique, du tableau électrique en passant par la prise de courant. Le métier du pilotage des bâtiments, donc notamment spécialisé dans les solutions pour le résidentiel et le petit tertiaire, les réseaux numériques, ce qui va nous permettre effectivement de distribuer Internet dans la maison et la télé. L'enjeu de sécurisation des accès à travers le contrôle d'accès avec aussi tout ce qui va être alarme et puis l'évacuation et la mise à l'abri des personnes. Donc aujourd'hui, Ignes, c'est à peu près 45 sociétés, à la fois des grandes entreprises internationales généralistes, mais aussi des PME ou des startups qui vont être spécialisées sur certains segments de produits dans ces 300 solutions à peu près qu'on représente aujourd'hui avec voilà, un réseau, bien sûr, mobilisé de nos adhérents et notamment aussi en normalisation. C'est un point que tu as peut-être pas soulevé, Pascal, la qualité des Ouais, produits. peut-être. Ouais. C'est un point, important, et c'est aussi pour ça que la chaîne professionnelle est un élément important dans cette qualité, et dans l'assurance que finalement la fonction du produit va bien être assurée. Si je continue, donc le sujet, c'est effectivement Pascal a cité un certain nombre de chiffres sur les enjeux du vieillissement de la population. Moi, je vous en donne un autre qui est toujours issu d'un travail commun qu'on a fait ensemble avec la filière Silver Eco dans une étude faite avec EY. Qui est le nombre de logements en fait occupés aujourd'hui par les plus de 60 ans. Donc, c'est 12,3 millions. Je vous rappelle, les logements en tout, c'est à peu près 37 millions. Donc, on voit que c'est globalement un tiers en fait des logements en France qui sont occupés par ces plus de 60 ans. Et ces plus de 60 ans, en fait, dans ces 12,3 millions, en fait, on considère qu'il y a à peu près 50% qui n'est pas adaptable, en fait, parce que le logement va être très loin des services, parce que le logement a finalement une infrastructure, une architecture intérieure qui va être très coûteuse, en fait, si on veut l'adapter. Donc, on a des seniors qui vont à la fois être, et ça c'est intéressant pour vous parce qu'en fait le marché il est double. Il est des seniors qui vont faire le choix en fait de changer de domicile au moment globalement en prévision de la retraite ou au moment de la retraite. Et donc ces seniors-là, quand ils vont finalement se projeter dans un dans un nouveau logement, et ben ils vont forcément s'intéresser aussi à faire des travaux ou en tout cas adapter dans leur schéma de travaux les solutions qui vont pouvoir leur permettre de rester le plus longtemps possible chez eux. Donc, on a finalement un marché voilà, de travaux de nouveaux propriétaires qui vont aller dans ce sens. Et puis, un marché où finalement, les gens vont rester chez eux, mais vont essayer aussi d'investir pour pouvoir adapter le logement et rester le plus possible chez eux. Donc, dans ce marché, donc, moi, je considère qu'on a quasiment, en fait, 12,3 millions de logements, quand même à adapter puisqu'aujourd'hui, ils y vivent et donc il va bien falloir qu'ils puissent y vivre plus longtemps. De l'autre côté, donc dans ce paquet, en fait, il y en a un certain nombre qui seront éligibles à MaPrimeAdapt'. Vous savez qu'il y a des critères, en fait, de revenus, pour pouvoir toucher MaPrimeAdapt'. Donc le marché, MaPrimeAdapt' est estimé en gros, dans les personnes éligibles, à 4,1 millions. Manon vous donnera les chiffres des objectifs publics, mais ça vous donne les ordres de grandeur. Ce que je voulais aussi souligner dans le cadre de ces chiffres, c'est l'importance en fait d'aller au-delà, j'ai envie de dire, du seul sujet MaPrimeAdapt'. MaPrimeAdapt', c'est un levier formidable pour effectivement avoir une communication large et publique sur les enjeux d'adaptation, sur les enjeux du bien vieillir. Et donc, c'est pour nous cet effet boule de neige en fait auquel on aspire, de se dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui en parlent, de plus en plus de personnes effectivement qui vont prendre conscience des enjeux d'adaptation de leur logement pour rentrer dans une logique de prévention plutôt que effectivement d'aspect curatif qui peut être souvent le cas aujourd'hui. En sortie d'hôpital, on fait des travaux dans l'urgence. Donc l'autre élément, c'est je pense, merci à la FFI en tout cas de faire cet événement aujourd'hui, c'est cet enjeu de pédagogie sur les solutions.
Je pense qu'on vient de vivre une décennie, voire 2 décennies, où on nous a tous finalement sensibilisés, éduqués à quels étaient les travaux à faire pour la performance énergétique. On est tous aujourd'hui, je pense que tous les Français sont capables de prononcer au moins, allez, 3 mots, isolation, changement de chaudière et puis ou PAC, on va dire isolation, PAC et thermostat. On aimerait bien, en fait, je pense sur cet enjeu de l'adaptation en fait des logements, il faut qu'on arrive en fait à leur faire dire autre chose, en tout cas à rajouter un mot. Pour l'instant, on a le mot douche, c'est déjà une bonne chose. À ce sujet, on a le mot monte-escalier qui est à peu près, en fait identifié. Et en fait, c'est le seul vocabulaire aujourd'hui qu'on a dans l'imaginaire des Français. Et donc, on a cette responsabilité collective de réussir en fait à leur donner plus de mots et plus d'idées des solutions qui sont disponibles pour eux et pour leur bien vieillir. Donc ça, c'est l'enjeu, je dirais, au-delà en fait de voir plus large que simplement MaPrimeAdapt'. Moi, je voulais aussi vous dire que forcément, cette transition numérique et cette transition démographique, elle croise aussi d'autres enjeux de transition environnementale, notamment sur les enjeux d'adaptation au climatique. Hein. C'est un enjeu qui est plutôt sur la table cette année, puisque au cours de l'année, on devrait adapter notre nouveau plan d'adaptation en fait au climat. Il y a un récent rapport de la Cour des comptes que vous avez peut-être pu voir dans les articles de presse qui soulève en fait l'enjeu majeur qui n'est pas encore réellement adressé d'adapter en fait les logements par rapport à la hausse des températures qui nous arrivent. Et donc pour illustrer ce propos, je vous ai mis une petite carte d'une étude qu'on a réalisée chez Ignes avec Pouget pour effectivement voir l'évolution. Donc la première carte, on va dire la moins rouge, c'est la situation à 2020 et la carte la plus rouge, c'est la situation en 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Dans 6 ans, on se retrouve avec quasiment la France entière qui va être exposée à une vague de chaleur d'au moins 20 jours par département. Donc, c'est quand même des choses qui sont extrêmement significatives dans un temps très court et pour un public qui, vous le savez, quand on parle de personnes plus âgées, seniors, en fait, c'est un public qui est encore plus fragile sur ces enjeux-là. Donc, il faut absolument aussi que dans notre vision de l'adaptation en fait, des logements au bien vieillir, on embarque cette question du rafraîchissement des locaux, qui est un enjeu majeur par rapport à cette cible. Alors, une petite illustration de rappel en fait de l'enjeu et des bénéfices en fait que peuvent apporter notamment tout ce qui va être motorisation et automatisation des protections solaires. Donc, y compris, donc l'enjeu, ça va être effectivement en hiver de capter les calories en fait gratuites qui nous arrivent du soleil en optimisant en fait l'ouverture et la fermeture des stores, avec effectivement prendre les calories quand le soleil arrive et puis fermer pour pouvoir finalement isoler ces parois que sont nos fenêtres quand on n'est pas à l'intérieur du logement et bénéficier des calories. Et en été, c'est le système contraire, ça va être de se protéger finalement des calories qui nous arrivent pour pouvoir aussi mieux rafraîchir la nuit avec notamment toutes les questions de gestion d'ouverture automatique des fenêtres ou des fenêtres. Donc, on a un enjeu majeur en fait à mieux gérer en fait ces apports solaires. Et il y a aujourd'hui des solutions tout à fait simples pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est des sujets extrêmement importants, à la fois donc pour les bénéfices d'hiver que pour les bénéfices d'été. Et ça nous permettra effectivement de repousser le plus possible en fait l'utilisation de la climatisation dans ces logements en combinant avec d'autres solutions comme les brasseurs d'air ou autres que j'ai pu vous évoquer tout à l'heure dans les images. Si je continue, donc sur ce sujet du confort d'été, toujours l'étude aussi, une étude la SCATFER qui a été faite avec France Silver Eco dans le cadre de l'IFOP. C'était intéressant dans cette étude, on demandait en fait à notre public cible par quelle finalement problématique ils ressentaient en priorité dans leur logement. Et la première chose qui sort, c'est pas la problématique de la douche. Vous voyez, la douche, elle est en dernier.
la problématique qui sort, c'est la problématique, je vais avoir trop chaud l'été, en fait. Et donc, on a là aussi, je pense, un argument, en tout cas une attente des acteurs qui est assez forte. Arrive avec, en fait, une expression finalement, d'un côté, j'ai peur d'avoir trop chaud, et de l'autre côté, j'ai peur de plus pouvoir être capable d'ouvrir ou fermer mes volets. Donc finalement, en motorisant vos volets, en automatisant, vous avez une solution qui va apporter des bénéfices sur la solution de confort d'été, et en même temps répondre à des problèmes effectivement plus physiques, de pouvoir fermer ses volets. Dans ce sondage aussi, je vous le signale, Pascal en a parlé, les enjeux de disposer d'une connexion internet satisfaisante pour la télémédecine, pour aussi maintenir la vie sociale. Aujourd'hui, la vie sociale, ça passe beaucoup par sa connexion internet sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de choses. Et donc, c'est important, hein, on sait bien que le bien vieillir, ça passe aussi par le nombre d'interactions qu'on arrive à avoir avec nos congénères. Et donc, il faut que la technologie et donc le réseau internet du logement, en passant, soit de bonne qualité pour qu'effectivement nos seniors puissent pleinement vivre leur vie numérique. Et en vivant leur vie numérique, ils gardent ce lien social qui fait qu'on va mieux vieillir en santé dans son logement. Alors, des solutions, il y en a aussi. Alors, moi, j'ai plutôt focusé sur le résidentiel. Je vous en ai mis plutôt là sur un exemple tertiaire. Je ne reviendrai pas sur les sujets plutôt résidence senior ou EHPAD. On a des solutions aussi dédiées qui vont vous permettre en fait de faire le lien entre un certain nombre d'éléments techniques, passant du capteur de lit au bracelet et autres, pour pouvoir aussi faire ce lien avec avec les aidants professionnels, en fait, avec les services médicaux, notamment sur ces sujets. Donc là, sachez qu'il y a aussi pas mal de solutions qui sont disponibles chez les industriels que je représente. Je refocus sur le sujet plutôt résidentiel. Avec un autre angle, donc je vous ai parlé de l'enjeu en fait d'adaptation des logements au vieillissement avec l'enjeu de l'adaptation climatique. Là, c'est l'enjeu effectivement de solutions à double impact, à la fois de favoriser l'autonomie dans le logement, mais aussi favoriser finalement la performance énergétique et la sobriété énergétique du logement. Dans ce cadre-là, donc typiquement, on va pouvoir utiliser tous les systèmes de pilotage, et l'idée, ça va être par exemple de pouvoir gérer son chauffage à travers son smartphone. Ça va peut-être éviter de devoir se baisser, ou en tout cas aller dans une position qui peut être inconfortable pour gérer son radiateur et prendre un risque de chute. Ça va être aussi de pouvoir remonter une information sur la température dans le logement, éventuellement à un proche aidant qui va voir en période chaude, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, qu'effectivement il fait plus de 30 degrés dans le logement, donc il est urgent d'aller intervenir pour que la personne puisse effectivement pas être dans cette situation. On a et le pendant, c'est avec les mêmes sujets, on va éviter en fait d'oublier une lumière, on va éviter, on va faciliter le fait d'avoir la bonne température au bon endroit au bon moment avec la gestion du chauffage ou la question du rafraîchissement. Et puis on va gérer effectivement l'ouverture, la fermeture des volets ou des stores sur ces sujets. Donc là, un petit exemple, hein, là aussi, sur ces sujets. Il y en a plein d'autres chez plein d'autres adhérents. Donc là, on va avoir des packs qui sont disponibles pour pouvoir effectivement piloter votre logement. Donc ça, c'est important de choisir des équipements connectés, parce que quand vos équipements sont connectés, après, on peut travailler sur la commande de ces équipements. On va pouvoir adapter la commande en fait en fonction aussi des handicaps. Donc on va pouvoir travailler sur la commande audio, enfin vocale. Donc les Alexa, effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a des bons retours d'expérience dans un certain nombre de résidences dans lesquelles ça a pu être déployé. On va pouvoir travailler, si vous n'êtes pas fan d'Alexa, plutôt sur une commande dématérialisée sur un smartphone pour pouvoir éviter de vous déplacer. On va pouvoir travailler sur des commandes auditives. Enfin voilà, on va pouvoir travailler sur pas mal de choses. Ce qui compte, c'est que finalement vos équipements qui sont déployés soient connectés pour qu'on puisse derrière effectivement amener cette couche servicielle de commande. Un autre exemple, donc celui de Solinov.
Alors qui est différent puisque, là aussi on va retrouver le co-bénéfice en fait des solutions. En gros un capteur qui va nous permettre, de détecter la température comme je disais tout à l'heure, pour, détecter le fait qu'il fait trop chaud dans le logement en période de canicule. Bah, ce même capteur, l'hiver, il va pouvoir, potentiellement nous aider à gérer la température du chauffage pour s'assurer qu'on est dans des températures qui vont bien. Idem, on peut vraiment avoir ces solutions qui vont jouer en fait sur les 2 tableaux et donc dans l'expérience de Solinov, donc on ajoute, la couche humaine en fait à la couche technologique, puisque le propre de ces solutions, ça va être aussi de remonter, finalement des alertes. Avec de plus en plus aussi de l'IA qui se développe dans la gestion de ces données. Et donc, il va falloir qu'on puisse, quand on a une remontée d'informations qui détecte avec de l'IA quelque chose, un comportement inhabituel. Le comportement inhabituel, ça peut être des choses toutes simples aussi, on a une consommation d'électricité aujourd'hui qui n'est pas du tout celle de d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça peut permettre aussi de savoir effectivement qu'à midi, la plaque de cuisson a fonctionné. Ça peut permettre plein de choses, en fait, ces informations qu'on peut remonter du bâtiment. Et donc là, on a une personne qui, quand elle va détecter un signe en fait d'un problème, elle va appeler la personne. Avoir cette discussion pour dire bah oui effectivement aujourd'hui vous avez pas vu ma plaque de cuisson, c'était super parce qu'en fait je suis allée déjeuner avec mon cousin qui est venu me voir. Mais on va être dans ce dialogue bienveillant en fait entre effectivement le signal de la machine et le rapport humain qui vient simplifier les choses. Donc et donc là, c'est de la télésurveillance en partie, mais avec une dimension en fait plus de relations quotidiennes. La télésurveillance, on va vraiment être que quand dans l'alerte du risque, alors que là, l'idée, c'est aussi de dire, bah tiens, les volets sont pas levés ce matin, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la personne, en fait, elle a oublié ou la porte est restée ouverte, la porte d'entrée est restée ouverte, on vous signale que la porte d'entrée est restée ouverte. Donc c'est un enjeu et toutes ces solutions, c'est intéressant parce que ça va faire en fait un bâtiment qui est prêt pour les services, finalement d'aide à domicile qui vont plus facilement avec une serrure connectée pouvoir rentrer dans la maison plus facilement et aussi pour les aidants familiaux qui peuvent avoir des solutions soit en direct, soit avec du service d'information sur ces sujets. Donc, dans les familles, je vous ai mis un petit tableau pour quasiment finir sur les différentes solutions en fait existantes. Il y en a plein. Moi, je trouve qu'on en a quand même une bonne partie qui relève de notre filière. Et donc, on a tout à fait à porter haut et fort que dans les travaux d'adaptation, eh bien, on a pas mal de solutions qui peuvent répondre à de nombreux enjeux aujourd'hui pour les acteurs. Et j'oublie pas les enjeux de sécurité électrique. Ça, c'est un enjeu aussi majeur. On sait malheureusement que souvent, dans le cadre d'une personne âgée, on va avoir un logement, une installation électrique qui va avoir l'âge du logement, voire de la personne. Donc c'est important voilà, de s'assurer, d'autant qu'il y a des salariés finalement. Quand on a des aidants professionnels qui viennent, c'est leur lieu de travail. Donc, on leur doit aussi un lieu de travail qui soit sécurisé sur ces enjeux-là. Et puis, l'installation, effectivement, de l'infrastructure numérique qui est aussi un enjeu fort. Pour finir, le message que je voulais vous passer, c'est que c'est les professionnels et les intégrateurs électriciens. Voilà, vous êtes finalement ce que les personnes ont envie, puisque dans ce dernier sondage, on voit bien que la personne vers qui vous avez envie de vous appuyer, c'est le professionnel du bâtiment. Donc, on a vraiment toute notre place, tout notre rôle à jouer en tant que filière pour qu'effectivement, on soit à la hauteur du défi et de l'attente de nos concitoyens. Merci. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie, c'était très clair. Oui, ouais, excuse-moi Philippe, ouais, en tandem. Je laisse la parole à Manon pour la présentation des aides financières.
Alors oui, rebonjour à tous. Juste pardon, Anne-Sophie, je vais avoir besoin de vous pour faire dérouler mes Pour les slides. slides. Voilà. Alors, je vais prendre juste 10 minutes. Je vais essayer d'aller vite pour vous présenter donc, le dispositif MaPrimeAdapt, hein, qui est la nouvelle aide lancée par le gouvernement pour adapter les logements au vieillissement et au handicap. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Juste vous rappeler hein, le contexte dans lequel on lance cette aide, c'est celui que vous connaissez, hein, c'est une transition démographique galopante qui va s'accélérer dans les 10 prochaines années et un enjeu fort d'accompagner et d'accélérer ce qu'on appelle le virage domiciliaire, c'est-à-dire de mettre en place toutes les solutions, adapter le logement mais aussi serviciel pour permettre aux personnes âgées de vivre de manière confortable et sécurisée chez elles le plus longtemps possible. Juste 3 chiffres sur lesquels j'aime bien revenir sur ce contexte de la transition démographique. On sait qu'à horizon 2050, on aura plus de 35% de la population française qui aura plus de 60 ans. Donc voilà, vous avez un tiers des Français qui seront concernés par le sujet. Et face à cela, aujourd'hui, on a moins de 10%, on estime à 6% le nombre de logements en France qui sont adaptés à des occupants vieillissants ou en perte d'autonomie. Donc voilà, à horizon 2050, on va avoir cet énorme gap entre, enfin si on ne fait rien, entre un besoin d'une population d'avoir un logement adapté et confortable et sécurisé et des logements par ailleurs qui n'auront pas été adaptés. Donc cet écart, il crée d'ores et déjà pas mal d'inconvénients, hein, puisqu'on sait que déjà actuellement, en 2024, on a plus de 135 000 personnes âgées qui sont hospitalisées chaque année à cause d'une chute dans leur logement et qu'on estime qu'on a plus de 10 000 personnes âgées qui chutent et qui décèdent de cette chute. Donc voilà, c'est l'objectif du virage domiciliaire et de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'essayer de réduire au maximum ces chutes, de prévenir ces chutes pour limiter les hospitalisations, voire les décès liés à des personnes âgées qui chutent dans leur logement. Donc, pourquoi on est arrivé à MaPrimeAdapt? En fait, on a fait tout un travail de diagnostic hein, au sein du gouvernement et avec les acteurs, dans lequel on s'est rendu compte que les aides qui existaient sur ce sujet étaient à la fois trop nombreuses, trop complexes et pas suffisamment homogènes. Donc, l'objectif de MaPrimeAdapt depuis le 1er janvier 2024, hein, c'est qu'on ait un dispositif unique avec un formulaire de demande unique qui remplace toutes les aides de l'État. Je parle bien des aides de l'État existantes, notamment les aides à la fois de l'ANA, de l'assurance retraite et un bout de crédit d'impôt. Du coup, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Anne-Sophie. Merci. Donc, sur cette slide, je vous ai résumé hein, les contours du dispositif. Globalement, MaPrimeAdapt va être ouvert à 3 publics. Déjà, le dispositif est ouvert très largement à tous les plus de 70 ans, quelles que soient leurs conditions de santé, etc. Donc là, on se place bien dans cet objectif de prévention. Hein, on va chercher tout le monde. Et on va continuer à intervenir néanmoins dans une logique plus curative, puisqu'on va ouvrir le dispositif aux personnes handicapées sans condition d'âge et aux personnes âgées de 60 à 70 ans sous condition de GIR. Donc, ça veut dire qu'on va leur demander d'avoir été évalués par une structure et de s'inscrire vraiment dans cette logique de réfléchir à leur perte d'autonomie. Donc, pour ces 3 publics, le dispositif reste ciblé sur les ménages les plus précaires. Donc, MaPrimeAdapt va concerner en fait donc, déjà les propriétaires occupants ou les locataires du parc privé. Donc, on ne s'intéresse pas MaPrimeAdapt ne couvre pas le parc social, on est uniquement sur le parc privé. Et on cible les personnes aux revenus modestes et très modestes selon des barèmes qui sont définis par l'ANA et qui varient en fonction du nombre de personnes dans le logement. Donc voilà, comme le disait tout à l'heure Anne-Sophie, MaPrimeAdapt, c'est un levier, mais pour l'instant, on espère avec MaPrimeAdapt entraîner une
comment dirais-je, une dynamique d'investissement autour du sujet et faire en sorte que le grand public soit mieux sensibilisé. Mais par contre, les investissements et les subventions des travaux, elles sont ciblées sur les modestes, très modestes. Ensuite, le dispositif, il est simple. On a un plafond de travaux qui a été fixé à 22 000 €. Globalement, ça permet d'embarquer quand même assez largement l'ensemble des travaux nécessaires sur cette question. Et on a un taux d'aide qui va jusqu'à 70% pour les ménages très modestes. Donc, ça représente une aide maximale qui peut aller jusqu'à 15 400 € par demandeur. En termes de parcours, je pense que Bastien vous le représentera de manière un peu plus détaillée et comment les choses s'articulent. Juste, je voulais insister sur 2 points qui sont incontournables quand on demande une aide MaPrimeAdapt'. Un, il faut un accompagnement obligatoire par une structure accompagnatrice. Et donc, Bastien pourra l'évoquer tout à l'heure. Et ça, c'est incontournable. Et pour avoir accès à l'aide MaPrimeAdapt', il faut systématiquement qu'il y ait un diagnostic qui soit fait, donc une visite qui soit faite au domicile de la personne pour finalement identifier le plan de travaux qui est nécessaire au vu des fragilités de la personne et de son logement. Donc, on est quand même sur une logique, certes de massification, mais quand même d'essayer d'avoir des solutions qui soient vraiment le plus adaptées possible aux personnes. Ensuite, en termes du coup, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. En termes de trajectoire, donc on vous a parlé d'un volume de 4,1 millions de logements à adapter à horizon 2030. Pour le moment, le gouvernement s'est fixé en termes de subventionnement et donc de travaux aidés un objectif de 250 000 logements aidés d'ici fin 2027 et ça représente un effort financier de 1,5 milliard d'euros. Voilà, on a une enveloppe de l'État de 1,5 milliard d'euros sur ce sujet. C'est un investissement sans précédent sur cette question. Et à très court terme, pour 2024, on s'est fixé un objectif de 45 000 logements aidés. Ça représente une enveloppe qui est inscrite au budget de l'ANA, puisque c'est l'ANA qui va distribuer l'aide, de 263 millions d'euros. Et donc, je le répète, 263 millions d'euros qui sont répartis à hauteur. Et donc, l'aide peut aller jusqu'à 15 400 € pour les publics les plus modestes. Je pense que c'est tout sur la trajectoire. Je pense que je vous ai mis quelques slides. Ah oui, sur les travaux finançables. Donc, Anne-Sophie a bien représenté tous les travaux qui peuvent être valorisés par la filière sur le sujet. Là, ce que je vous ai mis, en fait, c'est les travaux qui étaient les plus financés avec l'aide historique de l'ANA. Et donc, on voit bien qu'on retrouve des types d'aménagements qui sont ce qu'il y a un peu dans l'esprit collectif autour de ce sujet. Et donc, forcément, on retrouve tout ce qui concerne les salles d'eau, la salle de bain, douche, réhausse des toilettes, pose de barre d'appui dans la salle de bain, l'accessibilité du logement, avec également tout ce qui concerne les ascenseurs, les montes-escaliers, etc. Donc ça, c'est aussi le deuxième plus gros volume de ce qui est financé. Et ensuite, les autres travaux. Donc là, on a mis ce qu'on retrouve le plus dans les demandes, enfin les demandes qui ont été traitées ces dernières années par l'ANA. Et donc, vous retrouvez certains éléments de domotique, notamment je cherche là, mais l'installation des volets roulants, la motorisation des volets roulants. Il y a également aussi la motorisation des portes, des portails, etc. Mais juste pour vous dire que globalement, c'est vrai qu'il y a un vrai effort à faire sur ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut changer les mentalités et il faut que vous travaillez le plus proche possible avec les AMO notamment pour mieux valoriser tous les aménagements autour de la domotique. Parce que dans le cadre de MaPrimeAdapt', globalement, ce qu'il faut retenir en termes de travaux finançables, certes, là, j'ai mis les principaux travaux qu'on retrouve historiquement dans les dispositifs, mais en fait, MaPrimeAdapt', on n'a pas fixé de liste fermée. En fait, les règles qu'on s'est fixées, c'est que globalement, tout est finançable dès lors que le diagnostic
qui a été fait à domicile juge que c'est pertinent et nécessaire pour la personne. Donc, c'est vraiment en fait l'accompagnateur et l'AMO qui a ce rôle de définir ce qui est nécessaire et pertinent en termes de travaux au vu de ce qu'il constate au domicile de la personne et au vu des fragilités de la personne. Et ça, il a un vrai rôle là-dessus. Et du coup, il y a deux finalement limites qu'on s'est fixées pour ce qu'on finance dans le cadre de MaPrimeAdapt. C'est on ne finance que des travaux qui sont fixés au logement et donc qui concernent le bâti. Donc tout ce qui est aide technique, mobile, n'est pas financé dans le cadre de MaPrimeAdapt parce qu'il y a d'autres aides qui permettent de financer. Et étant donné qu'on est sur des publics précaires, modestes, très modestes, dans le cadre de MaPrimeAdapt, on ne finance pas des travaux qui entraînent un abonnement pour la personne. Donc, notamment tous les systèmes de téléassistance qui finalement nécessitent pour la personne, en fait, l'investissement en tant que tel n'est pas forcément énorme, mais derrière, ça va lui créer un abonnement mensuel. Ça, c'est pas non plus couvert à ce stade par MaPrimeAdapt. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas changer, mais pour l'instant, ce n'est pas dedans. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être en conclusion, ah oui, je vous ai mis un zoom sur le crédit d'impôt autonomie. Si ça c'est important, vous redire que dans le cadre du lancement de MaPrimeAdapt, au départ, on souhaitait complètement supprimer le crédit d'impôt autonomie. Mais on a choisi à l'été dernier, finalement, dans le cadre du PLF 2024, de le prolonger temporairement pour 2 ans en le recentrant sur finalement les publics non éligibles à MaPrimeAdapt. On n'a plus de cumul possible entre MaPrimeAdapt et le crédit d'impôt comme ça pouvait exister historiquement. Mais en revanche, on a souhaité maintenir ce crédit d'impôt pour notamment les personnes aux revenus intermédiaires qui ne sont pas éligibles à ce stade à MaPrimeAdapt pour leur permettre de disposer quand même d'un outil de financement. Et donc, ce crédit d'impôt, donc je vous le disais, il est maintenu pour 2 ans. Il est maintenu uniquement pour les personnes aux revenus intermédiaires et il est recentré sur les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire qu'il va concerner uniquement les 60 ans et plus en GIR 1 à 4, donc il faut être dans une perte d'autonomie quand même d'ores et déjà avérée, ou les personnes handicapées avec un taux d'incapacité de moins 50%. Voilà, et peut-être pour conclure ce coup-ci vraiment, je vous ai mis quelques éléments chiffrés sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui depuis le lancement de MaPrimeAdapt. Donc l'ANA enregistre, je vous rappelle qu'on a 45 000 logements à financer sur l'année 2024. Donc début de cette semaine, l'ANA a enregistré plus de 16 500 dossiers créés. Donc, ça, c'est des dossiers qui sont en attente de mise en contact avec un accompagnateur pour réaliser à la fois le diagnostic à domicile, trouver les devis, etc. Donc, ça, c'est plutôt un bon signal. On a presque un tiers de l'objectif qui serait couvert si ces dossiers créés se transforment en dossiers effectivement déposés sur la plateforme de l'ANA. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et il y a un gros enjeu, finalement, pour les accompagnateurs d'aller chercher ces personnes qui ont effectué une demande. Et ensuite, en termes de dossiers déposés, c'est-à-dire vraiment finalisés, avec des devis, avec un plan de travaux, et donc en attente d'instruction par l'ANA, on est à 6 500 dossiers. Donc, on est légèrement au-dessus de la trajectoire de l'année dernière. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à augmenter ce volume de dossiers déposés parce que pour s'assurer qu'on est sur une vraie bonne trajectoire de lancement, mais en tout cas, les signaux sont positifs. Autre information importante, vous dire qu'on a lancé une campagne gouvernementale autour de l'adaptation des logements au vieillissement. Vous l'avez peut-être vu, il y a des spots à la télé, il y a de la presse, il y a des sacs pharmacie qui sont distribués. Ça a un impact puisqu'on constate une forte hausse du nombre de visites de potentiels demandeurs sur les pages de France Rénov du site de l'ANA et notamment les pages qui concernent MaPrimeAdapt. On est à plus de 230 000 visites. Et enfin, vous dire que ce qu'on constate sur les premiers dossiers qui ont été déposés à l'ANA, c'est qu'on a une légère baisse de l'âge moyen des bénéficiaires. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on arrive à aller doucement, mais sûrement dans une vraie logique de prévention et à essayer de toucher les personnes
le plus tôt pour lancer leurs travaux. Voilà, en résumé, je me tiens à disposition quelques minutes. Je vais devoir me déconnecter à 11h30 si vous avez d'éventuelles questions. Et je passe la parole du coup à Bastien. Je crois que c'est lui qui enchaîne. C'est ça, voilà. Merci Manon. Ouais. Merci beaucoup, Manon. Alors bonjour à tous. Du coup, donc moi je suis donc Bastien Zemb, Société Belle à Vie, et donc effectivement on va parler aujourd'hui de la partie liée à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pareil, je veux bien si voilà, super, si on peut passer les slides au fur et à mesure. Merci beaucoup. Donc pour donner rapidement un élément sur Belle à Vie, qui on est en fait. Donc chez Belle à Vie, en fait on est assisteur à maîtrise d'ouvrage. Et effectivement, notre objectif, c'est de pouvoir obtenir des aides financières, du coup, dans un minimum de temps et avec une grande qualité. Et pour ça, effectivement, comment on va le mettre en œuvre? Il va y avoir effectivement toute une phase de diagnostic qui va être réalisée au domicile, et on va en reparler juste après. Et donc, je ne rentre pas dans le détail par rapport à ça. Et puis après, effectivement, tout un accompagnement à la recherche effectivement de partenaires entreprises pour effectivement avancer sur ce sujet. En tant qu'AMO, c'est vrai que c'est, on va dire, un nouveau mot qui n'est pas forcément connu par un très grand nombre d'entre vous, notamment sur la question de l'adaptation de logement. Et qu'est-ce que c'est qu'un AMO? C'est un assisteur à maîtrise d'ouvrage qui, du coup, a pour objectif d'aller accompagner le ménage, d'être, on va dire, en gros, le tiers de confiance du ménage pour l'adaptation de son logement. Et donc, du coup, par rapport à ce sujet-là, on va effectivement intervenir de notre côté sur un certain nombre de missions que vous voyez ici et qui vous sont présentées ici, qui effectivement vont avoir un rôle clé dans l'accompagnement et dans effectivement la réalisation du projet. Le premier élément, ça va être effectivement toute une question autour de l'information. J'ai un petit problème dans les retours oreilles. Mais on l'a tous, grosso il y modo, a un micro ouvert qui fait du parasitage. Bon, je continue. Je me demande si c'est pas celui de Pascal qui du coup a son micro qui est ouvert et qui s'active. Donc en gros, donc notre rôle premier, ça va être effectivement d'informer le ménage, du coup de l'informer sur le dispositif, sur les dispositifs d'aide, sur les financements qui peuvent effectivement être obtenus, sur l'accompagnement que l'on peut lui apporter. Et ça va être vraiment la première mission, qui va être une mission d'information pour effectivement pouvoir lui indiquer si déjà il est dans le bon canal ou pas, ou si effectivement il faut le réorienter vers un autre canal ou vers d'autres partenaires. Suite à cet élément-là, il va y avoir toute une phase de diagnostic où effectivement l'AMO va se rendre au domicile de la personne pour effectivement faire une évaluation du logement. Cette évaluation du logement, effectivement, va avoir pour but de repérer les situations de fragilité, les difficultés, les besoins que peut avoir la personne au sein de son domicile, et effectivement de pouvoir voir avec elle quels travaux, quelles préconisations, quels projets pourraient être mis en œuvre pour effectivement réaliser son projet au sein de son domicile et effectivement permettre un maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. Et puis ensuite, il va effectivement y avoir toute une phase d'accompagnement pour effectivement accompagner sur deux grands sujets. Un premier sujet qui va être autour de l'adaptation des recherches d'entreprise, en fonction du projet de la personne. Donc au niveau des entreprises, ça peut être de tout type en fonction du projet. Des entreprises qui seraient en capacité de pouvoir faire du sanitaire, des entreprises qui seraient en capacité de pouvoir faire de l'élévation, voilà, si c'est nécessaire. Et puis des entreprises comme vous qui, du coup, effectivement, pourraient être en capacité de travailler sur de la domotique, sur de l'automatisation électrique pour effectivement permettre
à la personne de faciliter son quotidien, son usage dans un certain nombre de sujets qui ont été évoqués précédemment par Anne-Sophie et Pascal. Par rapport à cet élément-là, donc effectivement, on va après accompagner les personnes sur une analyse des devis pour effectivement regarder s'ils sont en cohérence et en conformité avec ce qui aura été prévu par le diagnostiqueur. Et puis après, on va effectivement s'occuper de la phase qui est la phase, on va dire très administrative, de montage de dossiers de financement pour effectivement permettre d'obtenir notamment ces financements et effectivement déposer le projet et les dossiers au niveau de la plateforme de l'ANA pour effectivement récupérer ces financements et puis regarder également en parallèle si des financements complémentaires pourraient être obtenus du coup sur un deuxième aspect. Dans ma prime adapt, effectivement, l'AMO a trois possibilités d'action. Du coup, un AMO socle qui est plutôt un AMO du coup d'ordre, on va dire, de supervision, c'est-à-dire que du coup, le rôle majoritaire de l'AMO socle, ça va être de se rendre au domicile de la personne, notamment pour faire ce diagnostic. Et puis après, par contre, de superviser l'ensemble des autres tâches. C'est pas l'AMO qui va faire la partie recherche d'entreprise ou qui va faire la partie montage de dossier, mais par contre, il va être dans une supervision et une validation pour effectivement permettre d'accompagner au mieux l'usager. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément sur un AMO complet, donc en fait, qui va venir accompagner globalement la personne sur l'ensemble de ses missions. Donc du coup, du point de contact jusqu'à la clôture, en passant par effectivement un accompagnement total auprès des différents partenaires, entreprises, sur un volet au niveau des aides financières, au niveau de suivi de travaux, etc. etc. Donc ça va être un accompagnement complet. Et puis après, il va y avoir un accompagnement complet avec ergothérapeute lorsqu'effectivement il sera, et on verra par la suite, nécessaire de faire intervenir un ergothérapeute. Effectivement, l'AMO pourra mandater un ergothérapeute pour aller au domicile, notamment dans des cas de situation de perte d'autonomie avérée ou alors pour des personnes âgées de 80 ans et plus, du coup, qui peuvent effectivement avoir des besoins un peu spécifiques. Avant de passer sur cet élément-là, du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est la question tarifaire. Donc, trois grands tarifs. Un tarif à 350 € pour l'AMO socle, un tarif à 600 € pour l'AMO complet, un tarif à 800 € pour l'AMO complet avec ergo. Ces tarifs sont intégralement pris en charge par l'ANA au niveau de ma prime adapt. Après, rien n'empêche un AMO d'avoir un tarif plus important que celui-ci. Ça, c'est j'ai envie de dire, propre à chaque, entre chaque AMO et chaque structure. Nous, chez Belle-Vie, on a fait le choix de conserver ce tarif-là pour effectivement être sur un reste à charge à 0 pour la personne concernant cet élément du tarif de l'assistant à la maîtrise d'ouvrage. Néanmoins, effectivement, il y a pas y a rien de conventionné, j'ai envie de dire, sur cet élément-là. Et effectivement, un AMO, il ne sera pas effectivement rare de voir des AMO qui peuvent demander des sommes plus importantes que celles-ci. Et effectivement, avec un reste à charge qui sera à la charge de l'usager final pour effectivement être accompagné. À savoir juste quand même que cette somme-là, donc effectivement, elle est entièrement prise en charge. Néanmoins, c'est à l'usager de faire l'avance de cette somme-là et c'est l'ANA qui le remboursera à la fin avec la subvention qui lui aura été accordée du montant de la subvention de l'AMO, donc de 350, 600 ou 800. On peut passer à la slide. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, c'est sur la partie sur l'ergothérapeute. Comme vous le voyez ici, deux grandes possibilités de faire intervenir un ergothérapeute. Premièrement, sur les moins de 80 ans. Donc, en fait, pour les moins de 80 ans, il y a deux possibles. Il y a, en gros, premier élément, c'est de vérifier qu'il n'y a pas déjà un rapport d'ergothérapeute. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, pour qu'effectivement un ergothérapeute intervienne chez une personne de moins de 80 ans, il faut qu'il y ait une chute qui a entraîné une hospitalisation et également une perte d'autonomie du coup dans les 6 derniers mois. Donc effectivement, il faut avoir une chute et une hospitalisation dans les 6 derniers mois. Et en parallèle de ça, être accompagné par un professionnel ou un aidant au quotidien. Donc en gros, c'est le cumul de tout ça qui fait que l'ergothérapeute intervient. Pour vous faciliter les éléments, c'est pas à vous de faire le choix ou d'y réfléchir. Il y a effectivement un arbre décisionnel qui a été construit du coup avec les ergothérapeutes et du coup avec du
la DHUP et l'ANA sur effectivement la mise en place de cet arbre. Et puis le deuxième élément, c'est effectivement sur les plus de 80 ans pour du coup les personnes effectivement qui ont plus de 80 ans, où là effectivement globalement c'est soit effectivement une chute dans ces derniers mois ou accompagné par un professionnel ou un aidant au quotidien. Et effectivement, en tout cas, ce qui est constaté aujourd'hui sur le terrain, c'est que lorsqu'une personne a plus de 80 ans, il y a quand même très régulièrement l'ergothérapeute qui intervient. Pourquoi? Parce que de manière très, très, très transparente, c'est vrai que une personne âgée de 80 ans et plus est quasi systématiquement accompagnée par un aidant au quotidien, que ce soit un enfant, un voisin, un fils, pour effectivement faire des courses, pour faire effectivement des tâches ménagères, pour faire quelques actions, et qu'effectivement l'ergothérapeute a cette mission de pouvoir venir donner des grands messages de prévention de manière générale, et ensuite d'essayer de penser les problématiques qui peuvent être rencontrées aujourd'hui, mais aussi les problématiques qui pourraient être rencontrées demain, pour anticiper un petit peu tous ces différents sujets et effectivement permettre de pouvoir répondre à un besoin beaucoup plus global. On peut passer à celle d'après, merci. Au niveau du parcours, en fait, rien de bien compliqué. Globalement, donc là, effectivement, on voit 12 étapes, mais quand on regarde les premières étapes, on est sur 4 grandes étapes autour déjà du repérage. Donc, en fait, c'est toute la partie du coup 1, 2, 3, 4 qui permettent d'arriver jusqu'à la création du dossier et l'orientation de l'AMO. Donc, le moment, effectivement, où le dossier arrive. Donc, toute une phase d'abord d'information et de vérification d'éligibilité. Ensuite, il y a le diagnostic qui est effectué par l'AMO au sein du domicile de la personne. Et du coup, je précise bien et je le rappelle bien que le diagnostic doit être fait en présentiel par effectivement l'AMO et pas autrement qu'en présentiel. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir aller regarder le domicile, la globalité du domicile, et d'aller effectivement repérer quels peuvent être les obstacles aussi au sein du domicile. Voilà, et donc du coup, ce diagnostic doit se faire au domicile de la personne en physique. Et puis après, effectivement, c'est là que vous rentrez potentiellement en jeu avec la réalisation d'un devis ou de devis qui pourrait effectivement répondre aux besoins de la personne. Et puis après, on va déposer tout ça sur la demande de dossier auprès de l'ANA en termes de subvention, une notification d'accord par rapport à cet élément-là. Bon, voilà, par rapport à ces différents éléments, on est effectivement dans le lancement pour effectivement de MaPrimeAdapt et on a hâte de recevoir les premières notifications d'accord sur les dossiers qui ont effectivement été lancés depuis le début janvier 2024. Et puis après, réalisation des travaux, réception des travaux avec vérification de conformité, et puis un dépôt final pour obtenir les subventions et les financements du coup qui auront été octroyés au préalable du coup à l'étape 7 par l'ANA. Ce que l'on attend de vous concrètement en tant qu'AMO, et ça c'est un message très clair, et j'ai envie de dire même voilà, en tant qu'AMO, en tant que diagnostiqueur, en tant qu'ergothérapeute, parce que c'est vrai que j'ai un certain nombre de casquettes, mais de formation, je suis ergothérapeute, donc du coup je connais bien le terrain et comment se passe l'ensemble de ces différents éléments, et encore pas plus tard qu'hier, j'étais sur le terrain pour effectivement essayer de voir comment fonctionnent certains sujets et de voir comment on peut travailler sur l'amélioration de certains outils. Et c'est vrai que un des premiers éléments, comme ce qui a été rappelé au préalable, c'est que aujourd'hui, quand on pense adaptation de logement, les premiers éléments qui sont relevés, c'est les aspects autour du sanitaire, donc de la douche, et les aspects autour effectivement potentiellement du monte-escalier qui arrive en second plan. Et c'est vrai que toute la question autour de la domotique, toute la question autour de la partie électrique, en fait, c'est pas quelque chose qui est très connu par effectivement de 1 les AMO et de 2 aussi par les diagnostiqueurs sur le terrain et les ergothérapeutes. Et c'est vrai que il y a un vrai sujet de vulgarisation pour le grand public. Et ce sujet de vulgarisation, je dirais même qu'il est aussi important auprès du grand public particulier B2C direct, parce qu'effectivement, c'est aussi eux qui, du coup,
peuvent se rendre compte de leurs besoins et de leurs difficultés, qui peuvent effectivement vous solliciter pour pouvoir effectivement les accompagner au domicile. Et c'est vrai que hier, j'ai été sur une intervention où j'étais chez une dame qui effectivement avait des troubles articulaires assez importants au niveau de ses mains et au niveau des épaules. Et en fait, il n'arrivait plus à fermer et à ouvrir correctement ses volets manuels et qui, effectivement, a fait appel du coup à une entreprise locale pour venir mettre en place des volets roulants électriques. Et donc, en fait, on se rend compte que malgré tout, quand on discute avec les personnes, en fait, ils n'ont pas tous ce réflexe-là. Même, il n'y a pas grand monde qui a ce réflexe-là. Là, en l'occurrence, c'est une personne qui connaît cette entreprise depuis longtemps et qui, effectivement, a déjà fait affaire enfin, qui a déjà eu l'occasion de travailler avec elle pour des motorisations de portes de garage, etc. Donc, en fait, qui a un petit peu de connaissances sur ces différents éléments. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir cette vulgarisation pour le grand public au niveau des solutions pour aussi bien le particulier, mais aussi pour les professionnels qui vont au domicile, pour qu'effectivement, ils se sentent à l'aise et qu'ils soient capables de parler des solutions au domicile et effectivement, on soit dans une direction globale, effectivement un dynamisme pour répondre aux besoins sur le terrain, parce qu'effectivement, de notre côté, on a des demandes sur toute la France. Comme vous l'a dit Manon tout à l'heure, effectivement, on a... il y a des fortes demandes qui arrivent sur le début de l'année avec MaPrimeAdapt, partout sur le territoire français. Et effectivement, on a besoin d'avoir des structures locales, des structures dynamiques qui sont capables de répondre sur le terrain et qui va avec mon troisième point, qui sont capables d'être réactifs pour se rendre au domicile et pour réaliser des devis. C'est vrai que c'est aussi un élément extrêmement important. De notre côté, il y a aussi cette nécessité, pour faire avancer des projets en lien avec l'adaptation du logement et cette perte d'autonomie, on a besoin que les entreprises derrière soient réactives, de un, pour aller au domicile et réaliser un devis, après aussi pour faire le suivi et la mise en œuvre, mais déjà pour effectivement se rendre à domicile, parce qu'effectivement, si l'entreprise met un mois et demi à aller au domicile pour effectivement réaliser ce devis, effectivement, ça peut être compliqué pour l'usager d'attendre, et effectivement, ça peut aussi remettre son projet. Donc, c'est vrai que ça, là-dessus, il faut qu'on soit capable, tous ensemble, de pouvoir être rapidement présents sur le terrain. Quatrième point, c'est ce qui va en lien avec la vulgarisation, ça va être tout ce qui est diffusion des différentes solutions. Et c'est vrai que là-dessus, c'est une des actions qui est possible pour la vulgarisation, c'est effectivement j'ai entendu effectivement que des guides ont été créés, que des solutions existent avec effectivement des packages, avec des communications qui sont extrêmement intéressantes. Tout à l'heure, j'entendais des mots avec Legrand, j'ai entendu des choses avec Somfy. Du coup, ont la capacité de pouvoir communiquer et d'avoir des outils de communication qui sont extrêmement intéressants, extrêmement puissants, extrêmement bien faits aussi pour le grand public. Et je pense qu'il faut qu'on s'en serve pour effectivement pouvoir toucher un ensemble de partenaires. Et puis, effectivement, le dernier élément, c'est d'être acteur dans la transmission de l'information auprès de vos clients qui, effectivement, ne sont pas forcément toujours et n'ont pas toujours conscience du fait qu'ils puissent effectivement bénéficier des aides de MaPrimeAdapt, des aides effectivement globalement en lien avec l'adaptation de leur logement, et qu'effectivement vous puissiez être capable de pouvoir leur transmettre l'information, de leur diffuser l'information. Et pour rebondir sur ce sujet, je terminerai par cette partie-là. Il y a un élément effectivement assez intéressant. Depuis le début de l'année, effectivement, nous, on voit de plus en plus d'actions qui se mettent en place, et effectivement de plus en plus de projets qui sont diversifiés, même si effectivement la question du sanitaire reste le numéro 1 aujourd'hui. On voit de plus en plus d'actions, notamment autour de la domotique, de la partie électrique qui arrivent. Et c'est vrai que très, très récemment, on a mis en place, à la demande d'une entreprise qui est venue nous voir, spécialisée dans la partie motorisation de volets, de portes de garage, etc., du coup, une relation avec eux qui, effectivement, nous permet aujourd'hui, effectivement, dès lors qu'il va au domicile de chez une personne âgée et que cette personne est éligible, il nous demande effectivement de pouvoir intervenir pour effectivement faire ce diagnostic et effectivement vérifier l'éligibilité et monter le dossier d'aide. Et effectivement, depuis
ce début d'année, on a fait une dizaine de dossiers avec cette structure. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt, un vrai engouement et que l'on peut effectivement, quand on va au domicile, potentiellement être aussi, j'ai envie de dire, un appui, je dirais aussi pour vous, pour permettre parfois d'apporter, je dirais, des solutions complémentaires qui n'étaient pas forcément prévues au départ par la personne et effectivement de pouvoir venir mettre potentiellement un chemin lumineux complémentaire à la motorisation du volet qui était prévu initialement pour effectivement valider et appuyer ces projets. Voilà, et donc effectivement, en tout cas, moi, je suis persuadé que des choses intéressantes peuvent se mettre en place du coup. Avec vous sur ces différents sujets-là, mais qu'effectivement, il faut aussi que de votre côté, vous puissiez être un peu ce messager, j'ai envie de dire, sur le terrain pour effectivement pouvoir apporter ces différentes paroles, ces différentes solutions auprès des différentes personnes que vous visitez au quotidien. Voilà, je pense avoir terminé sur ma présentation et merci pour votre écoute. Merci Bastien, on comprend bien notre convergence sur le sujet et qu'on soit vraiment en tandem sur dans tous les cas en fait auprès des seniors. Je passe la parole à Philippe, si tu veux Oui, continuer merci. sur le module de sensibilisation, présenter le ProAdapt. Voilà, donc merci Pascal. Bonjour à tous et à tous. Donc ce module de sensibilisation ProAdapt qui va être lancé au plus tard par la Fédération française du bâtiment et la FFIE mardi prochain, là c'est certain, le dispositif est complètement au point. C'est un dispositif de sécurisation pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire en clair les clients, les personnes qui font faire les travaux ou leurs représentants. Parce que évidemment, vous savez que quand il y a des primes et quand il y a un marché, il y a toujours des malveillants, des margoulins qui en profitent, qui vont vous faire un très beau marketing, mais qui en revanche sont là pour capter les primes et puis ne pas faire de travaux de qualité, voire ne pas faire de travaux du tout. Donc là, je pense que entre le fait que nous avons des entreprises qui sont adhérentes d'une organisation professionnelle, FFB, FFIE pour la partie électricité, des entreprises qui sont qualifiées par un organisme de qualification qui s'appelle Qualifelec et des entreprises qui auront fait le module de sensibilisation ProAdapt, ce que je vous présente maintenant, plus la relation avec l'AMO, donc l'assistant à maîtrise d'ouvrage, ça fait quand même un dispositif très bien encadré qui devrait permettre de sécuriser ce marché pour une population qui peut parfois être vulnérable. Je voulais ajouter aussi que, on l'a dit tout à l'heure, mais en gros, la famille des produits et services électriques et numériques et connectés est une famille qui rentre dans le dispositif qui est nouvelle. C'est logique puisqu'on est en innovation technologique confirmée maintenant. Donc, il faut la faire connaître. Ça, c'est tout notre travail. Et de ce point de vue-là, on a la chance d'être une filière extrêmement solide et cohérente. Donc, il y a les fabricants, il y a les installateurs intégrateurs et on a les distributeurs là, qui sont dans la salle. Parce que passer par un réseau de distributeurs professionnels, c'est quand même la garantie d'avoir des produits qui sont normés et de qualité. Il y a un engagement du distributeur professionnel qui fait que ce qui va être installé chez le client est sécurisé et de qualité. On l'a dit tout à l'heure, Anne-Sophie l'a dit, les produits ils sont certifiés, ils sont normalisés, ils sont normés. C'est la même chose pour l'installation. Il y a des normes d'installation, notamment dans ce secteur-là. Il y a des normes toutes récentes d'ailleurs sur les réseaux de communication résidentielle. Et là aussi, on a la garantie d'un système organisé de professionnels tout au long de la chaîne qui permet de ne pas faire n'importe quoi et même de faire de la qualité chez les clients. Alors, il s'agit pour nos entreprises maintenant de découvrir le dispositif MaPrimeAdapt. Donc, on vous l'a présenté, je ne vais pas revenir dessus, mais même s'il est simple et bien conçu, ça reste quand même quelque chose à découvrir pour nos entreprises. Nous, nos entreprises d'électricité, pour la FFIE, c'est plus de 70% d'entreprises de moins de 10 salariés, donc des petites entreprises qui travaillent
pour partie chez les particuliers, donc qui sont habitués à intervenir directement chez le client, mais pas forcément avec des dispositifs aidés. Enfin, pour le thermostat connecté, on l'a vu, ça a plutôt bien fonctionné. Et qui sont plus des professionnels techniciens que des professionnels de la prime ou du dossier administratif. Même si là aussi, depuis quelque temps, il y a quand même des confirmations d'expérience et de formation sur le sujet. Alors, il s'agit ensuite pour nous de faire connaître les opportunités du marché aux entreprises, aux électriciens. Tout ça, pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas si évident quand vous avez quelque chose qui démarre de déclencher des actes d'investissement ou de prise de commande sur ces marchés. Parce qu'il faut que les entreprises s'adaptent à ça, sans jeu de mots. Elles ont d'autres marchés actuellement d'électricité, hein, qui fonctionnent, bien, que ça soit le photovoltaïque, les IRVE, bornes de recharge de véhicules électriques. Elles vont travailler sur le tertiaire, elles vont travailler sur un certain nombre de sujets. Donc il faut arriver à les convaincre que c'est un marché, il faut quand même parler comme ça, qui est intéressant et qui est porteur d'avenir. Intéressant, c'est-à-dire que concrètement, il faut quand même que ça soit, au moins rentable pour les entreprises. Elles ne peuvent pas travailler à perte. De ce point de vue-là, je pensais, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Sophie, mais que pour les AMO, c'est intéressant, plutôt que de susciter un déplacement avant de commencer, qui est quand même coûteux, hein. Il y a le coût du déplacement pour l'entreprise, qui ne sera pas forcément financé derrière, mais il y a tout ce dispositif de photos ou de vidéos qui peuvent être sécurisés. Il y a des, sur la blockchain et par ce qu'on appelle maintenant pas les huissiers, les commissaires de je ne sais plus quoi de la République, de justice. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui gagne du temps, qui est sécurisé et qui permet d'éviter des déplacements qui pourraient être considérés comme contre-productifs parfois par les entreprises. Donc les opportunités du marché, on sait qu'il y a un enjeu énorme. On sait qu'il y a évidemment, on le disait tout à l'heure, hein, 12 millions de logements adaptés, 4 millions éligibles, mais regardez en face les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement, 250 000 logements en 5 ans, qui me paraissent réaliste. Il vaut mieux bien cibler. Donc, c'est sûr, c'est de l'argent investi, c'est de l'argent utile, mais il faut que nos entreprises comprennent qu'elles ont un intérêt à aller sur ce marché et on s'y emploie. On avait l'exemple hier à notre conseil d'administration de notre président des Yvelines, du département des Yvelines. Ils organisent là, dans les semaines à venir, 6 réunions avec les mairies, les municipalités pour faire connaître le dispositif. Et ça va passer par ça, hein. Donc, le temps que ça prenne la mayonnaise prenne, il y a une communication importante à faire. Le troisième point, là, c'est comprendre la problématique du vieillissement dans le logement. Donc, même si les entreprises connaissent les particuliers, connaissent leurs clients, et elles le connaissent bien, le vieillissement dans le logement, c'est vraiment spécifique. Il y a des services, il y a des façons de faire, des façons de conseiller qui sont particulières, qui doivent être adaptées. Le développement d'une relation spécifique, justement, client au public âgé, avec l'appui des AMO, des ergothérapeutes, c'est extrêmement important, puisque on l'a vu, ça peut être à la fois l'utilisateur du logement qui va être le client direct ou son représentant, puisque plus on va avancer dans l'âge, plus il y aura une relation d'aide par quelqu'un de la famille, par un voisin, par un accompagnant professionnel. Et donc, c'est une manière de prescrire et d'enregistrer les commandes qui est spécifique. Maîtriser les points clés de l'adaptation du logement, bon, ça, je pense que c'est assez simple pour les entreprises de chez nous, c'est-à-dire que proposer une réponse communicante et sécurisante. Après le diagnostic électrique et thermique qu'on a proposé, il faut aussi maîtriser quand même les enjeux, l'ensemble des travaux du bâtiment. Enfin, maîtriser, ça veut pas dire les faire, mais au moins en avoir une connaissance. Ce qui est le cas, je pense, de pas mal d'entreprises d'électricité qui souvent d'ailleurs ont une autre activité. Elles peuvent faire du chauffage, elles peuvent faire de la serrurerie. On a quand même un certain nombre d'adhérents qui ont plusieurs corps d'État.
Et puis enfin, dans ce module, le 6e module, il y a les ressources documentaires. Donc là aussi, on récapitule toutes les aides, tout ce qui doit être connu par l'entreprise pour faire les travaux. Donc ce module de sensibilisation a été élaboré par la Fédération française du bâtiment, en partenariat évidemment avec la FFIE, qui est membre de la FFB, sur notre famille de produits. Donc on a voulu quelque chose de simple, de sécurisé. C'est du e-learning pour nos entreprises nos chefs d'entreprise sont quand même extrêmement la tête dans le guidon. Donc plus on raccourcit les temps de formation, plus on favorise l'optimisation du temps et plus on aura une chance d'avoir un nombre d'entreprises important pour proposer une offre aux AMO et aux seniors. Donc, le parcours, il a en 6 modules, on l'a vu. Il y a une évaluation composée de 20 questions. Il y a la délivrance d'une attestation de suivi, la signature d'une charte d'engagement et le référencement des entreprises. Donc, tout ça, on va vous le présenter dans une petite vidéo qui va arriver. Et on est évidemment au début de quelque chose. Ça pourra être ajusté ou adapté en fonction de ce qui se passera après cette première année. Voilà, donc c'est passé à toute vitesse. C'est à vous, professionnels du bâtiment. J'ajoute simplement qu'en complément de cette formation, il y a aussi un petit livre qui a été fait par la FFB, Carnet de chantier, donc sur toute l'adaptation du logement senior, tout corps d'État, qui est très bien fait, qu'on a distribué au Salon des seniors. On était il y a 2 semaines. Et je pense que maintenant, on a toutes les clés pour réussir tous ensemble. Donc Pascal, je te propose de Merci conclure. Philippe. Ouais, merci Philippe. Et c'est vrai que c'est un outil qui est pratique pour nous parce qu'on s'évalue en même temps.
Et voilà, ça nous permet d'apporter un vernis ou un petit gage voilà, de professionnalisme en plus pour le marché senior. Je voulais, alors, la parole aux questions, je ne sais pas, Philippe, si il y a quelques questions ou si elles ont été fournies par chat en live. Oui, Comment il y a des questions. Je regarde Karine et Carole, et il y a une question dans la salle. Donc, je la laisse poser peut-être si techniquement c'est possible. Je peut-être sais pas. monsieur d'abord, parce qu'il y a une question dans la salle. Donc, comme ça. Oui, moi, comme gérontologue, j'ai 2 questions très simples à poser. 1. Comment allez-vous simplifier le millefeuille administratif qui a été mis en place malgré l'interlocuteur unique? C'est à la fois difficile pour les professions, c'est difficile pour les usagers, c'est difficile pour les aidants. Deuxièmement, ce qu'on a constaté, c'est notamment par rapport à l'intervention de monsieur l'ergothérapeute, c'est que souvent, ça aboutissait à des surfacturations par rapport à ce qui est au devis. Et ça, il faut faire très attention parce que si on veut notamment prévenir les chutes, il faut vraiment que ça soit adapté, essentiel et bien construit. Et on a souvent des surfacturations qui dépassent les possibilités de financement. Alors, je sais pas si. Merci pour votre question. Je ne sais pas si Manon est encore présente parce qu'elle devait quitter pour la première réponse. C'était plutôt elle qui devait intervenir. Bastien, je ne sais pas si tu as un élément en plus sur la complexité de millefeuille. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Il y a dès qu'il y a d'administratif. C'est compliqué, enfin, et Philippe l'a rappelé, pour nous, intégrateurs, il y a aussi une pédagogie à apporter à nos adhérents pour que l'administratif ne soit pas un élément bloquant finalement dans la réalisation des travaux. Mais bon, ça ne touche pas que les seniors, hein, c'est aussi la même réflexion qu'on a aussi autour de tous les systèmes aidés en France, hein, donc que ce soit les bornes de charge, éventuellement le photovoltaïque. Donc, mais bon, c'est vrai qu'il faut courage et ténacité pour emmener un dossier au bout. On constate aussi parmi les professionnels que ça amène aussi, ça les amène à se professionnaliser et à se singulariser sur une activité spécialisée. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, quand on l'a fait 2-3 fois, finalement, on trouve que c'est de plus en plus facile et on capte de plus en plus de marché, on devient de plus en plus pro sur le domaine. Donc voilà, bien qu'on soit quand même sur les 8500 adhérents, plutôt des généralistes, mais certains se professionnalisent, c'est normal, sur une activité de métier. Bastien, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Non, pas particulièrement. Sur la question du millefeuille, j'avoue que je pense plutôt à la DHUP de répondre s'ils sont encore là par rapport à ces sujets. Ce que je peux dire, c'est que nous, en tout cas, en tant qu'AMO, par rapport aux éléments en lien autour de l'adaptation et de la prime adapt, on est aussi là pour essayer de faire en sorte de simplifier au maximum les démarches pour l'usager, de pouvoir l'accompagner du coup sur l'ensemble des différents éléments. Voilà, après, effectivement, aujourd'hui, on a les éléments de ma prime adapt. Il y a des éléments avec des aides complémentaires qui peuvent être récupérés. Et effectivement, aujourd'hui, on est aussi assez d'accord sur le fait qu'il y a il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on arrive à avoir ce dossier unique global sur l'ensemble des différents dispositifs. Et on en a déjà parlé notamment avec l'ANA et la DHUP, des évolutions possibles par rapport à ces différents éléments, et qu'effectivement, qu'on arrive à un moment donné à effectivement être sur cet élément unique demain. Donc ça, en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on travaille et pour lesquels on va effectivement faire en sorte d'avancer sur cet élément-là. Sur la question de la surfacturation, on a aussi effectivement ce rôle-là de pouvoir informer, alerter, conseiller le ménage sur ces différents sujets. Voilà, après, effectivement, c'est aussi des sujets qu'on a, je dirais, sur la table avec
avec l'ensemble des partenaires et des acteurs avec lesquels on travaille sur ce sujet-là. Du coup, effectivement, comme dans tout dispositif d'aide, on peut effectivement être amené à voir ces différents aspects. Maintenant, on est en train de voir pour travailler justement à contrôler tous ces différents éléments-là, à mettre en place des guides pour avoir effectivement des tarifs un peu moyens de différents types de prestations qui peuvent être mis en place sur certains sujets. Voilà, mais effectivement, en tout cas, c'est des sujets que l'on a sur la table et avec lesquels et sur lesquels on travaille en étroite collaboration, du coup, en termes de remontée de terrain, du coup, avec l'ANA et les DHUP. Ok, merci Bastien. Merci Bastien. Peut-être une autre question. Oui, on va prendre une autre question. Je crois qu'il y avait Roland Mongin de Coedis, donc les distributeurs. Roland, vas-y. Oui, bonjour tout d'abord. Je voulais déjà vous féliciter par rapport. Bonjour Président. Je voulais vous féliciter par rapport à tout ce qui a été dit, et tous les intervenants et les présentations. Et je voudrais rassurer et surtout dire que les distributeurs professionnels que je représente, c'est plus de 4000 points de vente sur l'ensemble du territoire, c'est 85% du marché distribué, sont dans l'action pour pouvoir être le maillon intermédiaire entre les distributeurs, les installateurs intégrateurs et les solutions proposées par les fabricants. Et c'est à même de pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques des chantiers et d'accompagner nos installateurs intégrateurs. Et tout l'ensemble de nos distributeurs sont dans la démarche. Merci Roland. L'avantage d'être au micro, c'est que je vais pouvoir à la fois finir la réponse et puis poser la deuxième. Sur la facturation, notamment la surfacturation, j'ai entendu Bastien parler de moyenne. J'attire l'attention, il faut être quand même très prudent sur le sujet, parce que déjà, selon les zones géographiques, ça ne va pas être les mêmes tarifs. Vous vous doutez bien que quand on intervient en métropole ou dans une zone plus rurale, les contraintes ne sont pas les mêmes. Et les salaires non plus, parce que n'oubliez pas que les entreprises qui font des travaux, elles ont quand même du personnel à payer. Quand ce sont des entreprises qualifiées et professionnelles, eh ben forcément, elles ont un prix qu'elles ne pourront pas travailler à perte de toute façon. Je passe à la question. Alors, on prend uniquement les questions posées dans le cadre du chat. Je le dis parce que je crois qu'il y a des mains qui ont été levées. Donc, la deuxième question, la question que je vois, c'est qui décide de l'achat, le senior ou ses enfants? Donc, qui veut prendre la réponse? Peut-être Bastien, là encore, non? Bastien, ouais, je pense que c'est toi. Ouais. Qui décide de l'achat? La personne qui, du coup, et valide, j'ai envie de dire, le projet. Pour moi, c'est soit le propriétaire du logement, donc le senior en l'occurrence. Après, si la personne est potentiellement sous tutelle ou autre et que du coup, il y a un tuteur, c'est l'enfant. Après, c'est des discussions familiales. Maintenant, aujourd'hui, qui décide de l'achat, c'est la personne en direct qui valide le projet. En tout cas, nous, c'est ce qu'on demande aujourd'hui, d'avoir une validation là-dessus. Après, si du coup, il valide, enfin, il demande à un de ses enfants de valider ces éléments pour lui parce que du coup, il a besoin d'être accompagné dessus, c'est son choix. Voilà. Merci Bastien. Autre question, à partir de quel âge les seniors commencent à équiper leur maison pour l'adapter? C'est Manon a répondu. Alors, on n'a pas de les seules statistiques qu'on ait, malheureusement, c'est les statistiques de l'aide. Donc, ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du marché. Néanmoins, on voit que les travaux, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les travaux étaient plutôt faits en sortie d'hôpital. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, donc plutôt vers 80, 80, 83. Et qu'on voit là avec cette idée à la fois de prévention et puis d'une nouvelle génération aussi de seniors qui arrivent. C'est les baby boomers qui arrivent, qui ont d'autres codes. Et donc, on voit un rajeunissement de cet âge, en fait, à partir du moment où on décide à faire les travaux. Je pense qu'il y aura effectivement, donc là, on voit aujourd'hui les dépôts dossiers, c'est 70 ans. Je pense qu'on a encore un cran à avoir plus tôt, qui est vraiment celui où on va commencer à se projeter finalement dans sa retraite et on va décider de son lieu de vie pour sa retraite. Et je pense que ça, c'est vraiment un temps qu'il ne faut pas qu'on rate et en tout cas sur lequel on peut être aussi force de proposition parce que
on aura plus de latitude en fait à faire des choses à ce moment-là que un peu plus tard, où on sait que les budgets forcément sont aussi plus contraints que quand on est encore actif. Merci. Question suivante. Le PowerPoint ou les documents seront-ils envoyés aux participants? La réponse est oui. Question suivante. La qualification en DIBAT est-elle nécessaire pour les entreprises? Non, elle n'est pas nécessaire dans ce cadre-là. Quel reste à charge en valeur a été évalué? Oui. Je peux me permettre par rapport à ça, la qualification et les labels, peu importe le label, hein, du coup, effectivement, n'est pas aujourd'hui, comment dire, obligatoire. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même un regard, hein, quand même, de la part des AMO, des diagnostiqueurs, de pouvoir s'appuyer sur des entreprises qui sont sérieuses, qui ont suivi quand même des formations, qui ont suivi effectivement des accompagnements pour effectivement être quand même un peu gage de sécurité, si j'ai envie de dire, sur les projets qui sont faits, sur l'accompagnement et sur comment on accompagne un senior au sein de son domicile. Donc effectivement, ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, effectivement, il y a quand même un peu un regard porté là-dessus par les entreprises pour justement éviter, comme ce qui avait été évoqué un peu tout à l'heure, enfin, sur la fin de la réunion, de dire, ben, en fait, il y a plein d'entreprises qui débarquent sur le marché, qu'on ne connaît pas, et qui effectivement n'ont pas forcément grande qualification sur le sujet de l'adaptation de logement, et qu'effectivement, de notre côté, ça permet aussi de se sécuriser un peu, d'orienter vers des entreprises qui sont quand même régulièrement, en tout cas, qui sont intéressées par le sujet et qui ont fait une démarche d'avancer dans cette solution. Ok, merci. Et donc, je rappelle, quitte à être lourd, mais c'est important, que les entreprises d'électricité qualifiées Qualifelec, donc c'est un organisme de qualification d'entreprise qui est indépendant, hein, qui est indépendant, qui est sous contrôle pour l'instant du COFRAC. C'est aussi, en plus du lancement de ProAdapt, donc qui va être lancé au plus tard mardi. Donc c'est une qualification qui est un gage de professionnalisme, puisque les entreprises doivent produire des références, des assurances, la formation de leur personnel pour bénéficier de ces qualifications qui sont en plus font l'objet d'audits et sont revues. Cathy Mépiel. Oui, moi j'ai donc entendu tout ce qui a été dit. Et je voulais encore faire quelques précisions par rapport à tout ça. C'est la durée des délais d'instruction. Souvent, les personnes font appel à des aides suite à des chutes ou suite à une pathologie qui arrive. Et les délais d'instruction sont souvent très, très longs. Et le temps qu'on ait les accords des aides, ben, parfois les personnes sont décédées. Donc, si on pouvait faire quelque chose pour raccourcir ces délais d'instruction, je pense que ce serait bien. Et en tant qu'intégrateur électricien, je voudrais dire à tous ceux qui sont présents en visio, c'est quand les clients achètent des logements pour se projeter dans leur retraite, c'est à ce moment-là qu'il faut les rendre attentifs à bien vieillir chez eux. Et c'est là qu'il faut faire les travaux. Il ne faut pas attendre qu'on ait des pathologies et qu'on soit vieux pour les faire. Ça, Cathy, je crois que ça a été dit par Anne-Sophie, c'est vrai en matière médicale, c'est vrai en matière de travaux, la prévention est essentielle et coûte beaucoup moins cher que la réparation. Donc, effectivement, pour les travaux, comme tu l'as dit, c'est la voie du bon sens. Autre question, je crois que ça va être Alors, la liste des AMO est beaucoup demandée, y compris par nos professionnels. Et donc, peut-être que... Alors, Bastien ou Pascal Pour la liste des AMO, on va plutôt Bastien, parce que la liste des AMO, je ne la connais pas. Mais Bastien a peut-être une vision, une réponse. C'est sur le site de l'ANA directement, et c'est effectivement lorsque l'on se connecte sur le dossier qu'on va effectivement avoir la liste des opérateurs habilités sur le département. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour effectivement intervenir en tant qu'assisteur à maîtrise d'ouvrage, il faut être habilité par l'ANA sur chaque département pour effectivement pouvoir intervenir. Et donc effectivement, c'est l'ANA qui a la clé du coffre et de cette liste. Voilà. D'accord. Merci. Ouais. Merci.
quel reste à charge en valeur a été évalué, calculé pour les personnes pouvant bénéficier de MaPrimeAdapt? On connaît le plafond des travaux et on connaît le pourcentage, Ouais. sauf qu'il y a les travaux annexes. Donc, c'est Pascal. C'est pas facile de répondre. Voilà. Non, c'est pas facile de répondre parce que chaque cas est différent. Hein. Donc, effectivement, on connaît les plafonds, les pourcentages d'abondement de la prime. Après, voilà, en fonction du niveau de GIR et puis et des travaux demandés, chaque cas, c'est difficile de faire une moyenne et puis de donner une réponse, je pense. Non, mais c'est une réponse qui, je pense, Cathy est d'accord. Alors, comme ça, donc si les intégrateurs installateurs sont d'accord, déjà, mais ouais. l'ANA fait-elle une avance de trésorerie? Oui, dit Anne-Sophie. Voilà, qui verse les. C'est la même question. Pourquoi MaPrimeAdapt ne finance-t-elle pas la téléassistance? Je crois que Manon a répondu tout à l'heure. En fait, MaPrimeAdapt, c'est une aide à la pierre. Donc, dans les aides à la pierre, on ne peut pas inclure du service. Ce qui se comprend par rapport à la nature de l'aide. Nous, on plaide par ailleurs, et en tout cas, on milite au sein aussi de la filière Silver Economy pour qu'on ait en parallèle en fait un plan téléassistance. Puisque la France est très en retard dans ce domaine qui vient aussi finalement répondre à ces enjeux de prévention. Donc on ne désespère pas d'avoir en tout cas côté plutôt budget santé en fait, parce que c'est aussi pas les budgets des mêmes ministères, d'avoir aussi finalement une aide plus soutenue. Alors il y a déjà un crédit d'impôt sur la téléassistance qui existe, mais d'avoir une aide en tout cas où on peut se dire que en tout cas on prévoit un logement. Et c'est pour ça que nous on parle beaucoup de logement connecté, logement serviciel, logement voilà, où en fait l'infrastructure technique qui a été déployée dans ce logement, elle va facilement demain pouvoir venir en fait être utilisée pour du service. Et ça, c'est l'enjeu aussi de ce qu'on doit proposer, je pense, dans les solutions qu'on va recommander, c'est s'assurer que ce qui se déploie demain pourra basculer plus facilement vers un service en fait associé. Je crois qu'il y a encore une intervention de Kim. Oui, merci Philippe. Kim CSN pour Coedis. Juste pour rebondir sur la question qui a été posée sur la demande d'avance, il y a en effet 2 dispositifs dans le cadre de MaPrimeAdapt. Il y a l'avance avant le début des travaux qui est possible et également l'acompte une fois que les travaux ont démarré. L'essentiel, c'est que l'ensemble de l'acompte et de l'avance ne peuvent pas dépasser 70% du montant total de la subvention. Voilà, c'était juste pour apporter un élément de complément. Oui, alors, donc je propose, on va clôturer, mais je vais essayer que c'est Pascal qui va clôturer. Oui, écoute, rapidement, Philippe. Alex, il y a juste Cathy qui veut intervenir. Vas-y, Cathy, dernière. Anne-Sophie qui veut ajouter un petit mot. Puis après Pascal, tu conclus. Et puis après, voilà. Et moi, juste, je suis désolé, mais il va falloir que je vous laisse. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée à tous et merci beaucoup pour cette initiative. Merci, Bastien. Merci à toi. Ouais, voilà, à très bientôt, Bastien. À bientôt, au revoir. Alors, je voulais passer un petit message aux intégrateurs qui sont avec nous en visio. C'est de les inciter à se qualifier en pro-adapt parce que grâce à ça, ils vont être référencés et c'est comme ça que les gens vont se rapprocher d'eux justement pour faire les démarches pour le maintien à domicile. Oui, bravo. Oui, merci, moi, Cathy. Je voulais juste rajouter un petit mot sur le fait qu'il ne faut pas qu'on se trompe de marché. Je pense que l'enjeu qu'on a en tant que filière, c'est vraiment de construire de façon pérenne ce marché de la Silver Eco et les solutions qu'on peut vraiment apporter pour faciliter ce bien vivre chez soi. Et que MaPrimeAdapt, on ne doit pas se focuser que sur la construction d'un marché MaPrimeAdapt. MaPrimeAdapt, c'est un dispositif qui vient aider les plus modestes, mais pour moi, c'est plutôt le registre de l'exception. Et concentrons nos efforts à ne pas faire que le registre de l'exception, mais bien le registre du quotidien et de l'ensemble des Français sur ce sujet. Merci Anne-Sophie. En guise de conclusion, je dirais que il faut
on se rapproche, nous, d'un univers qu'on ne connaissait pas, l'univers des AMO. Et bon, moi, encore hier, j'ai demandé la liste des AMO pour connaître dans ma région les personnes qu'on pouvait contacter. Je pense que c'est voilà, c'est avec eux et ensemble et avec l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui qu'on va pouvoir apporter réellement des services et avoir une action citoyenne. Et je pense que c'est le démarrage. Au-delà des difficultés administratives de primes et de la finalisation des dossiers, c'est réellement donner l'envie à l'ensemble de nos intégrateurs de bouger, comme tu disais Cathy, et d'aller se qualifier et d'apporter une réponse sur le terrain, au plus proche des personnes qui en ont besoin. Voilà, je voulais remercier, donc évidemment te remercier Anne-Sophie d'avoir participé, Manon qui est partie un peu avant, voilà, de toute façon on reste en contact avec Manon pour toutes les éventuelles questions, Bastien et puis Philippe et toute l'équipe surtout de la FFIE qui a amené aujourd'hui voilà, une première Master Eco de qualité et qui est à refaire. Merci à tous, merci à l'ensemble des participants connectés. Et donc, alors, je ne sais pas comment on va envoyer les dossiers, mais je pense que vous pouvez faire une demande, hein, Philippe, par mail, et on vous enverra le dossier global en fait de cette masterclass. Oui. Merci à tous, bon après-midi, et à très bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, Pascal. I'd be amazing.